Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Mesdames et messieurs, ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au cours de la prochaine heure, nous nous entretiendrons en studio avec les députés fédéraux Joël Lightbound, député de Louis-Hébert à Québec du Parti libéral du Canada, et du député de Portneuf, Jacques Cartier, du Parti conservateur du Canada, Joël Godin. L'urgence de Saint-Marc-des-Carrières fait maintenant partie de la liste des établissements qui peuvent recourir à la Banque de médecins dépanneurs du Québec. Les projecteurs sont tournés vers Donnacona dans le contexte où plus de 8 millions de dollars en projets publics ont été annoncés durant la dernière semaine. Une programmation d'activités a été dévoilée pour commémorer les 150 ans de la vie chrétienne de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge. Le 14e festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir bat son plein jusqu'à ce samedi soir, 29 avril. La Chambre de commerce de l'Est de Portneuf annonce le retour pour une deuxième année consécutive de la soirée Distinction. Bonne émission. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du Corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. La vie d'élus parlementaires entre partis politiques est bien souvent perçue quand on lit, regarde ou écoute les médias d'information comme des gens qui sont continuellement en opposition dans le but de discréditer l'adversaire et ainsi se donner bonne image pour espérer être réélus et prendre le pouvoir aux prochaines élections. Pour nous parler de cette perception et de la réalité et de comprendre comment deux élus de partis politiques différents peuvent travailler ensemble pour le développement d'une région, nous accueillons en studio le député de Louis-Hébert du Parti libéral du Canada, Joël Lightbound, et le député de Portneuf, Jacques Cartier, du Parti conservateur du Canada, Joël Godin. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, M. Bonsoir, Beausoleil. M. Beausoleil. Merci de vous prêter à cet exercice en même temps. Êtes-vous d'accord avec cette perception-là que je viens de décrire, justement? Peut-être M. Godin. En fait, M. Beausoleil, je pense que plusieurs gens pensent qu'on est continuellement à se crêper le chignon. Mais il faut rappeler que les bulletins de nouvelles relatent 45 minutes de notre journée de travail à la Chambre des communes. Oui. Nous avons à travailler ensemble dans d'autres comités, sur d'autres dossiers. Et évidemment, lorsque nous, de l'opposition, on a à faire avancer les dossiers, vous comprendrez que nous ne sommes pas au pouvoir. Alors, nous avons besoin de demander aux ministres. Et souvent, on travaille avec des différents députés, différents ministres pour faire avancer les dossiers, pour faire en sorte que ma population que je représente puisse avoir un retour des investissements sur le territoire. Oui. Je pense que c'est clair qu'il y a une partie de la politique qui se veut un peu théâtrale. Puis entre autres, quand on pense à la période des questions, ce que les gens retiennent beaucoup, c'est les envolées lyriques où l'opposition nous critique, on répond à l'opposition. Mais c'est une infime partie de la journée. Et puis le reste du temps, bien, surtout quand il s'agit des enjeux régionaux. On peut avoir des différences d'opinion, puis je pense qu'on va avoir l'occasion d'en discuter ce soir, mais oui. On peut avoir des différences au niveau des enjeux nationaux, des orientations que le pays devrait prendre. Mais quand il s'agit de la région de Québec, on est plus souvent qu'autrement bien accordé pour essayer de pousser les enjeux de la région de Québec.
Donc, je crois qu'à ce niveau-là, puis avec Joël Godin, député de Portneuf ici, d'ailleurs, merci de me recevoir dans votre région, mais non seulement on a des comtés voisins, on est dans la région de Québec, la grande région de Québec, puis on partage le même prénom, donc on s'entend très bien. Oui. Puis, moi, j'ajouterais le fait que nous soyons de partis différents. Nous pouvons avoir des atomes crochus, et c'est ce qui se passe présentement avec Joël Lightbourne, qui est mon voisin de circonscription. Oui. Mais c'est humain. Il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. Puis, dans ce cas-ci, je suis obligé de l'avouer devant la population de Portneuf-Jacques-Cartier. J'ai une très bonne relation, j'ai beaucoup de respect pour lui, et je sens qu'il y a un grand respect de ma part auprès de M. Lightbourne. Puis même, je dirais, moi, il y a une phrase qui m'est revenue souvent depuis que je suis entré en politique, puis je me souviens plus, elle vient de où, mais on dit « Les gens forts jugent les idées ». Les gens médiocres jugent les faits et les gens faibles jugent les personnes. Puis je pense qu'il faut regarder aussi quand on travaille en opposition au niveau des idées, que derrière les idées, derrière les options politiques, il y a des personnes qu'on peut très bien s'entendre avec ces personnes-là, même si on ne partage pas toujours les mêmes opinions, comme c'est le cas avec Joël Godin. Puis d'ailleurs, vous êtes actuellement là ensemble parce que vous avez, peut-être conjointement, vous étiez à la même conférence de presse lorsque, au quai de Portneuf, à la marina, on a annoncé quand même des budgets intéressants pour développer la marina du quai de Portneuf. Prenons l'exemple justement de ce projet-là. Comment vous travaillez ça ensemble? En fait, comment ça se passe? C'est que le promoteur fait une demande dans un programme normé. Dans ce cas-là, c'était DEC Canada pour les régions du Québec qui avait ce programme à gérer là. Maintenant, suite à ça, il y a des décisions qui sont prises. Lorsque les décisions sont non favorables, ce que l'on fait, on appelle le député local. Et ce que le député local fait les représentations nécessaires pour faire avancer le dossier. Dans le cas du quai de la marina du quai de Portneuf, l'an passé, ils avaient fait une demande. Malheureusement, ça a été refusé. Cette année, ils ont répété cette demande-là et la demande a été reçue positivement. Alors, ce que l'on fait, nous, c'est qu'on demande aux gens politiques de vérifier auprès de la machine des fonctionnaires si tout a été évalué et à ce moment-là, lorsque la réponse est positive, bien, l'annonce se fait. Et c'était très généreux de la part de M. Lightbourne de m'inviter parce que ce n'est pas une pratique. Et M. Lightbourne a tenu à ce que je sois là et je l'apprécie et je le dénote de façon très positive. Comment vous avez été impliqué dans le projet, justement, de la marina? Bien, dans le projet spécifique de la marina, je pense que Joël Godin l'a bien expliqué. C'est des programmes qui sont très normés au fédéral. Nous, on est appelés souvent à aller en faire l'annonce, puis à collaborer avec les organismes aussi pour la suite des choses. Mais je pense qu'il y a toutes sortes de dossiers, au-delà de celui de la marina, qui viennent, qui aboutissent sur nos bureaux, des fois même des dossiers de citoyens, ou comme on est au gouvernement, on a un accès plus direct, justement, à la machine puis au ministère. Donc, c'est dans des dossiers comme ceux-là qu'on collabore. Pour faciliter la compréhension, je vais prendre un autre dossier qui s'appelle le Festival des films sur l'environnement. Oui. Moi, j'ai eu une demande de la part du promoteur. J'ai fait une demande auprès de la ministre de l'Environnement, de la ministre au niveau du patrimoine et de la ministre puis là, j'ai oublié le terme exact de Mme Bibeau, ministre des Développement international, pour faire une demande et pour avoir une aide financière de la part du gouvernement fédéral. Alors, j'ai travaillé avec les différents cabinets et présentement, je travaille avec M. Lightbourne pour faire avancer le dossier et de permettre à cette organisation-là, qui fête son 14e anniversaire, d'avoir une aide financière au niveau fédéral. Alors, c'est un exemple. Est-ce qu'ils l'ont eu? Oui. Parce que on y travaille. On y travaille et on se croise les doigts, on l'espère. Ils travaillent honnêtement très fort, mais il faut comprendre que tous les programmes ou la majorité des programmes au fédéral sont normés et c'est tout à fait correct que ce soit normé. Oui. Je pense que le politique ne doit pas s'ingérer et faire du trafic d'influence et présentement, c'est pas ça qui se passe. Nous, on fait nos représentations, on travaille conjointement pour faire un retour et une aide financière. C'est surtout aussi de s'assurer que dans l'analyse qui aura été faite des différents projets, entre autres, par exemple, le Festival de films, que l'analyse ait bien été faite et que tous les critères, tous les facteurs ou toutes les représentations que le festival aurait voulu faire valoir aient bien été entendus. Pour voir si ça entre dans un des programmes qui s'appliquerait au fédéral. Là. Parce qu'une virgule dans un programme, d'un document présenté par un promoteur peut faire une mauvaise note au dossier. Je vous donne un exemple bien précis, encore une fois. Une ville qui fait une demande pour un centre communautaire, mais qui inscrit, et ça c'est réel ce que je vous dis là, qui inscrit sur sa page frontispice un centre multidisciplinaire. Mais un centre multidisciplinaire dans le programme où ils ont appliqué, ce n'est pas recevable. Okay. Mais un centre communautaire, c'est recevable. Alors, nous, ce que l'on fait comme député, on fait les représentations nécessaires pour qu'on puisse faire un deuxième tour, sans demander un privilège, mais de faire un deuxième tour, une analyse avec plus de détails complémentaires pour faire en sorte que l'analyse du projet soit bien faite.
Si c'est un oui, c'est un oui, si c'est un non, c'est un non. Exact. Êtes-vous au courant un peu du dossier du quai de Portneuf maintenant, tout le transfert à la municipalité? Est-ce que vous Je le suis vous un peu, mais je suis intéressez? au courant plus au niveau national de ce qui est en train de se faire au niveau du transfert des quais dans les différentes localités, parce qu'on pense que justement les communautés ont l'expertise pour gérer ces quais-là. Dans le cas du quai de Portneuf, je sais que mon collègue de Oui. Portneuf est très au fait du dossier, mais je sais qu'il y a une bonne collaboration parce que j'ai eu des contacts avec le Mais vous pouvez ministère. travailler ensemble, justement, des dans ce genre de projet-là. là. Absolument. Oui, Je ok. peux travailler Puis avec M. Lightbourn, mais dans ce dossier-là, honnêtement, j'ai travaillé directement avec le ministre des Transports, M. OK. Garneau, et j'ai une très bonne réceptivité de la part de M. Garneau. Et je dois vous dire que, suite à une sortie que j'ai faite en chambre, je vais mettre ça sur la coïncidence. M. Garneau a eu une communication avec les gens de la ville de Portneuf et ils ont déposé récemment une intention de cession, de prendre la cession, ont demandé la cession au ministère des Transports du Canada Oui. pour pouvoir faire un développement récréo-touristique avec cet attrait qui est unique au Canada. Oui, tout à fait. Oui, qui est magnifique. Ouais. Parlons d'un dossier probablement qui vous oppose quelque part, c'est le dossier de la marijuana, qui est un gros débat qui est là depuis quelques années, justement, et là, on est tout près de l'adoption, justement. Vous êtes impliqué au niveau de la santé. On Oui. vous a Moi, je donné suis, un... je suis le secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé qui, avec la ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique, chapeaute vraiment ce dossier-là alors qu'on va de l'avant avec la légalisation, la réglementation, l'encadrement du cannabis au Canada. Oui. Pourquoi essentiellement on légalise la marijuana? Bien, je vais vous dire, moi, d'abord, je suis très fier que le Canada soit le premier pays du G7, du G20 à aller de l'avant avec une politique qui est axée par rapport au cannabis sur des faits, qui est axée sur la santé, sur la sécurité publique. Pourquoi on va de l'avant? On part de différents constats. Le premier constat, c'est qu'en ce moment, la prohibition ne fonctionne pas, que les jeunes Canadiens ont plus de facilité à se procurer du cannabis que de l'alcool ou des cigarettes. Quand on parle des mineurs, c'est plus facile pour eux de se trouver un joint que de se trouver une caisse de bière, selon les statistiques, selon les évidences qui sont devant nous. Troisième chose, c'est que les jeunes Canadiens consomment plus que tous les autres dans l'OCDE. Donc, on a le taux de consommation qui est le plus élevé des pays industrialisés du G20. Quatrième chose, c'est que le crime organisé occupe toute la place. Puis on pense que ce résultat-là, donc que nos jeunes consomment trop, que le crime organisé occupe la place, qui est un résultat de la prohibition, c'est un échec abject, que le système actuel ne fonctionne pas, qu'il faut offrir un autre cadre. Et en légalisant, notre objectif, c'est de retirer les profits des mains du crime organisé et retirer le cannabis des mains des jeunes en ayant un cadre qui est excessivement strict, qui est bien réglementé, où il y aura des producteurs qui seront autorisés, où ceux qui vendraient du cannabis à un mineur ou qui utiliseraient un mineur pour vendre du cannabis, comme on le voit parfois dans les écoles, trop fréquemment d'ailleurs, seraient soumis à des peines qui sont très sévères, 14 ans de prison. Donc, je crois qu'on a dans ce projet de loi-là vraiment ces deux objectifs-là, retirer des mains des mineurs et retirer des mains du crime organisé les profits. Et en ce moment, je pense qu'aussi, il faut constater, puis c'est pas nous qui avons créé ce problème-là, il faut regarder que la prohibition ne fonctionne tout simplement pas. M. Godin, vous n'êtes pas d'accord? Non, du tout effectivement, je avec, ne suis pas d'accord avec la prémisse de mon collègue où est-ce qu'il est fier de dire que c'est le premier pays du G7 et du G20 qui va devenir le pays qui va légaliser la marijuana. Les objectifs sont respectables. Je pense qu'on doit protéger notre jeunesse et on doit intervenir pour limiter les dommages et toute la récolte financière que le crime organisé a dans cette industrie-là. Donc, Ça, vous êtes d'accord avec la légalisation? Pas du tout. OK. Je suis d'accord avec la décriminalisation. Je pense que le jeune qui a fumé son petit joint n'a pas à avoir un dossier criminel. Là-dessus, on se rejoint. Maintenant, au-delà de ça, je pense que ce n'est pas la bonne solution pour arriver aux objectifs que M. Lightbourn vient de nous présenter. Alors, nous sommes contre la légalisation. Présentement, je pense que c'est d'abdiquer devant le crime organisé. Je pense qu'il y a d'autres moyens que de légaliser pour protéger notre jeunesse. Comme quoi, par exemple? Bien, il faut mettre plus de mesures de sécurité. Il faut investir au niveau des façons de contrôler. Il faut peut-être faire de la sensibilisation auprès des jeunes. Il y a plein d'options, là. Maintenant, moi, je pense que c'est d'abdiquer, d'aller directement à cette solution-là. Pourquoi nous sommes le premier pays? Je ne suis pas sûr que ça me tente que le Canada soit un grand laboratoire pour savoir comment réagissent nos peuples face à la légalisation de la marijuana. Pour ça... Et également, il y a une escalade. On ouvre une porte. Là, l'État va gérer la vente de la marijuana. Alors, on va banaliser. Comme père de famille, moi, j'ai de la misère à dire à mon fils, c'est pas bon de prendre de la marijuana. Quand le premier ministre dit qu'on va légaliser la marijuana, ça devient, on vient banaliser ce produit. En même temps, ma mère est une bonne mère. aussi. Ma mère est une bonne mère. Elle m'a toujours dit, tu devrais pas boire de l'alcool.
C'est ça. Mais l'alcool est légal. Ouais. Mais je savais très bien qu'avant 18 ans, je n'avais pas le droit d'aller m'acheter de l'alcool, comme c'est le cas pour la plupart des jeunes, et les adultes aussi le savent. S'il y a des jeunes qui vous demandent devant un dépanneur d'acheter une caisse de 24, on ne le fait pas parce qu'on est soumis à des amendes. Ouais. En ce moment, le problème, c'est que le crime organisé, le pusher, là, le dealer dans la cour d'école, là, il se fout de l'âge de la personne à qui il vend. Et quand on parle du cannabis comme étant des fois une drogue qui va mener vers d'autres drogues, le problème, puis ça, c'est les études qui le démontrent, c'est le groupe de travail qui s'est penché sur la question pendant 18 mois. C'est pas le cannabis qui amène ça, c'est la personne qui vend le cannabis. Puis nous, c'est à cette personne-là qu'on s'attaque, à ceux qui seront hors du cadre au crime organisé. Parce qu'on pense que si c'est justement dans un cadre réglementé où l'État contrôle, comme on le fait avec l'alcool, comme on le fait avec le tabac, comme on le fait avec le jeu, bien, on se retrouve à évincer le crime organisé de l'équation. Puis je veux dire, dans les années 70, par exemple, il y avait à travers le pays, dans toutes les forces policières, des ressources considérables qui étaient déployées pour essayer de vraiment d'arrêter des opérations de jeux puis de loterie illégales. Maintenant, le chercher de midi à 14 heures, d'un océan à l'autre, vous ne trouverez pas de policiers même qui sont affairés à essayer de mettre fin à des opérations de jeux illégales. Même chose pour l'alcool. Moi, je n'ai jamais vu de toute ma vie quelqu'un aller s'acheter de l'alcool frelaté sur le marché noir. Ouais. C'est un petit peu ça qu'on veut faire. Donc, c'est carrément ça qu'on veut faire, de retirer le crime organisé. Est-ce que vous avez justement préparé un plan de match si un jour vous prenez le pouvoir justement à ce niveau-là? Ou... Bien, évidemment, on va voir qu'est-ce qui va arriver parce qu'il faut comprendre dans le processus. Mais je voudrais revenir, M. Beausoleil, permettez-moi de revenir sur le fait, on fait une comparaison avec la cigarette, on fait une comparaison avec l'alcool. Et le jeu. Pour moi, et le jeu. Ce n'est pas comparable parce que malheureusement, dans la gamme de produits de la drogue, appelons-le la catégorie de drogue, il y a la marijuana, c'est une porte d'entrée pour la consommation. Mais il y a tous les autres produits qui s'appellent de l'héroïne, qui s'appellent de la cocaïne, qui s'appellent du fentanyl. On voit ce qui se passe à Vancouver présentement. Ils ont perdu le contrôle. C'est malheureux, il y a des vies qui se perdent là-dedans. Alors moi, je pense qu'on prend pas le meilleur moyen pour arriver au résultat de protéger notre jeunesse. Mais comme le sexe aussi, on peut rentrer ça aussi dans cette catégorie-là. La dopamine du cerveau par la drogue ou le sexe, ou c'est un peu le même phénomène aussi. Pas tout à fait. On ne peut pas contrôler l'impact du sexe là, sur l'être humain. Là. Mais je pense qu'en tout cas, pour revenir, moi, ce que je regarde, c'est qu'en ce moment, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les mineurs sont 20 des mineurs qui rapportent avoir consommé du cannabis. Les 18-24 ans sont à 30 qui rapportent. Puis dans la population en général, c'est 10 C'est qu'en ce moment, on laisse des adultes qui sont majeurs, qui peuvent s'enrôler dans l'armée, qui peuvent voter, qui peuvent acheter de l'alcool, qui peuvent acheter des cigarettes. On laisse 10 de notre population devoir aller voir un criminel pour se procurer un produit sur lequel ils ont encouragé le crime organisé, se procurer un produit sur lequel ils n'ont aucune connaissance de où ça vient, de comment ça a été fait, est-ce qu'il y a eu des pesticides, est-ce que ça a été traité justement avec du PCP ou avec d'autres substances. Ouais. Nous, on veut avoir un cadre où les gens, les adultes, les majeurs vont savoir ce qu'ils consomment. Donc, d'un point de vue de santé publique, il y a un intérêt à ça. Là où ça a été fait dans le monde, par exemple, l'État de Washington ou le Colorado, on a observé qu'il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation, qu'il y a eu même une diminution de la consommation. Et en plus de ça, on vient mettre des peines excessivement sévères pour ceux qui vendraient aux mineurs. C'est ça le problème. J'aimerais ça qu'on parle, quand je parlais de sexe, je parlais de la prostitution particulièrement aussi. Là. Parlons maintenant des États-Unis. Il nous reste 3 minutes. Mon Dieu, ça juste 3 minutes. Mais j'aurais eu d'autres choses à dire, M. Beausoleil, concernant la marijuana. J'espère que le Canada ne sera pas un laboratoire au détriment de notre jeunesse. Oui, ça ne le sera pas. Ça ne l'est pas. Ça m'insécurise. Rapidement, comment vous voyez Donald Trump, les États-Unis? Là, actuellement, cette semaine, justement, autour du bois d'œuvre, il veut taxer davantage les Canadiens, il veut sortir de l'ALENA, il veut... Rapidement, comment vous percevez, justement, cette politique américaine là, que l'on voit? En fait, c'est sûr que c'est insécurisant de voir un partenaire commercial agir de cette façon-là, et c'est nos régions qui en subissent les conséquences. Alors, il faut être conscient qu'ici, dans Port-Neuf, Jacques-Cartier, il y a des scieries. C'est directement lié à l'emploi, à la richesse qui est développée par ces entreprises-là ici dans la région. Alors, c'est sûr que moi, je ne peux pas être confortable avec l'imposition d'une taxe autour de 20 et on sait très bien que ça fait 5 fois dans l'histoire que les tribunaux internationaux arrivent à la conclusion que le Canada se comporte comme un bon fournisseur. Oui. Alors, à ce moment-là, je ne suis pas d'accord avec le président Trump, mais je ne suis pas sécure de voir M. Trudeau être assis à la table de M. Trump, parce que c'est une négociation. Il faut comprendre que c'est une négociation, et jusqu'à maintenant, M. Trudeau ne nous a pas démontré qu'il était à la hauteur pour contrer un peu ces attaques et l'affaiblissement de nos marchés.
Je m'inscris en faux complètement avec ce que vous venez de dire. La deuxième partie, la première partie, par rapport aux droits compensatoires, aux tarifs que veulent imposer les Américains, sont injustifiés, sont injustifiables, puis on va se battre pour nos scieries, pour nos forêts au Québec. Et je peux vous dire que M. Trudeau, depuis son élection, est très conscient que l'une des plus grandes responsabilités du premier ministre canadien, sinon la plus grande, c'est de maintenir une bonne relation avec nos voisins américains, d'être ferme dans la défense de nos intérêts et nos valeurs, mais d'essayer de maintenir une bonne relation, qui que ce soit qui occupe la Maison-Blanche. Et je pense que jusqu'à date, il le fait très bien. C'est clair qu'il y a des défis. C'est notre 5e conflit du bois d'œuvre, mais j'ai toute la confiance qu'on va arriver à aider nos petites scieries en particulier qui risquent d'en souffrir davantage pour préserver les emplois ici au Canada et au Québec. On va écouter un extrait maintenant de Erin O'Toole, parce que, monsieur, vous avez annoncé officiellement ce jeudi matin, justement, que vous étiez prêt, en fait, à vous appuyer, en fait, Erin O'Toole comme chef du Parti conservateur. On écoute un extrait. Merci, Joël. Nous sommes sur la même page sur tous les enjeux importants pour les Canadiens et pour les Québécois, sur la gestion de l'offre, sur l'environnement. Nous sommes passionnants sur cet enjeu. Et j'ai l'expérience nécessaire pour le travail comme chef. Je suis un ancien combattant, je suis un avocat, j'ai servi dans le cabinet de M. Harper comme ministre des anciens combattants. Nous devons un chef avec l'expérience et bon jugement pour l'avenir. Et Joël est un nouveau membre de mon équipe et maintenant nous avons 30 députés. Et les chefs provinciaux en Nouvelle-Écosse et Yukon aussi, nous avons une équipe forte sur un programme avec des politiques positives pour tous les Canadiens dans les communautés rurales et dans les villes et les banlieues aussi. Et avec l'appui de Joël, on va gagner en mai. Alors, vous jugez qu'effectivement, M. O'Toole, ce sera le meilleur chef du Parti conservateur? Absolument. Après l'analyse des 14, puis il y en a un qui s'est éliminé par lui-même hier, il est rentré le dernier, puis il est sorti le premier. Alors, c'est son choix, puis je respecte son choix et je suis un peu d'accord avec son retrait parce qu'un des éléments, c'était le fait français. Et moi, c'est une bataille que je vais mener de tous les jours de protéger la langue française parce que le Canada, c'est un pays bilingue et M. O'Toole me donne la garantie qu'il va porter une attention particulière à cet élément-là. Également, on se rejoint sur l'ensemble de son programme. La majorité de son programme me rejoint au niveau de l'environnement, au niveau du développement économique, au niveau des régions versus les grands centres. Et écoutez, je dois vous dire que je suis très fier ce matin d'avoir fait l'annonce. Je suis le seul député au Québec d'avoir fait l'annonce de l'appui du candidat dans ma circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Et ça, c'est sécurisant pour tous les électeurs de Portneuf-Jacques-Cartier, que quand Erin O'Toole sera premier ministre du Canada en 2019, il s'occupera des régions. Et entre autres, j'aurai un lien direct avec le premier ministre. Alors, on saura tout ça le 27, mais vous suivez ça, évidemment, M. Lightbourne, avec intérêt, j'imagine. Je vais en profiter parce que, aussi pour lancer une fleur à Joël Godin, quand il a fait sa sortie en disant, moi, Kevin O'Leary, qui n'a aucun respect pour le fait français au Canada, s'il devenait chef, s'il était pour devenir chef, s'il s'est retiré finalement, je reconsidérerais mon appartenance. Si je ne veux pas mal te citer, mais je reconsidérais mon appartenance au Parti conservateur. Je trouvais que c'était très bon de sa part, puis chapeau pour ça. Maintenant, je vais laisser, moi, je suis très à l'aise avec mon chef, M. Trudeau, je vais laisser le soin à mes collègues conservateurs de choisir le mauvais candidat. M. Lightbourne, M. Godin, merci beaucoup. M. Lightbourne, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Plaisir, merci. L'urgence de Saint-Marc-des-Carrières devrait, en principe, faire partie de la liste des établissements qui peuvent recourir au mécanisme de dépannage provincial pour combler le manque de médecins. C'est le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et le député de Portneuf, Michel Matte, qui en ont fait l'annonce ce mercredi par voie de communiqué. Le CIUS, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale, sera donc autorisé à recourir au mécanisme de dépannage pour assurer la permanence des services à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières. Le mécanisme de dépannage consiste à contrer le manque d'effectifs médicaux, plus précisément dans 4 secteurs d'activité, soit l'urgence, la courte durée, l'anesthésiologie et l'obstétrique. Ce recours est possible quand les établissements sont désignés par le comité paritaire composé de représentants du ministère et de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, vient donc de donner son accord aux représentants du ministère.
Par contre, il reste les démarches à finaliser auprès des médecins pour y avoir accès. Écoutons le député Michel Matte. Là, aujourd'hui, et avec le ministre, on a annoncé que l'urgence de Saint-Marc avait le droit au dépannage provincial. Là, on a donné l'orientation. Ce qui reste, c'est à mettre en opération. Il reste la FMOQ, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, à finaliser, à documenter, mais un coup qu'on l'a annoncé, c'est un incontournable. D'autre part, les travaux au 3e étage de l'hôpital régional à Saint-Raymond et les nouveaux services qui devaient être en fonction ce printemps accusent un retard de quelques mois, au plus tard à l'automne prochain, selon M. Matte. Annoncé avec le CIUS de la capitale nationale, il y a plein de choses qui vont se réaliser, mais avec un certain retard ou qui prend plus de temps. Là, t'sais. Et bon, oui, j'ai annoncé ce matin avec le ministre le dépannage dans l'urgence, la division des secteurs du territoire de Portneuf, mais puis l'ajout de 3 médecins. Mais tout ce qui reste là, concernant les unités de soins gériatriques à l'hôpital de Saint-Raymond, les services de cardiologie qu'on a ajouté une journée de plus. Dans le CLSC de Saint-Marc, on a augmenté le nombre d'heures d'ouverture. Et puis, on a mis en place un micro-milieu au CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières. Tout ça, on va le réaliser, mais ça va prendre un peu plus de temps. Là. Et, on est en appel d'offres actuellement pour un contracteur pour la peinture au 3e étage. La meilleure nouvelle, c'est que le chargé de projet des travaux est engagé. Les projecteurs sont tournés vers Donnacona ces temps-ci dans le contexte où plus de 8 millions de dollars en projets publics ont été annoncés durant la dernière semaine. Tout d'abord, les quelques 16 employés et les élus ont retroussé les manches en fin de semaine dernière pour déménager boîtes et documents de travail de l'Hôtel de Ville aux anciens locaux de la dentiste Sarah Leclerc, située au 636 boulevard Jacques-Cartier. La municipalité se donnait comme objectif de répondre aux besoins de la population dès le lundi après-midi 24 avril. Les roulottes des travailleurs de l'entreprise Lévesque et Associés sont en place depuis ce mercredi pour débuter les travaux de rénovation et de réaménagement qui toucheront le sous-sol, le rez-de-chaussée et l'étage de l'Hôtel de Ville de Donnacona. Le tout devrait être terminé au mois d'octobre. En plus de gérer ces travaux importants estimés à 2 315 000 $, incluant la relocalisation temporaire des employés et la participation du gouvernement provincial d'1 300 000 $, la municipalité doit entreprendre toutes les démarches nécessaires pour préparer et réaliser 3 autres projets d'infrastructures importants qui ont été annoncés par les représentants des gouvernements fédéral, provincial et la municipalité vendredi matin dernier à l'Hôtel de Ville de Donnacona. Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, Michel Matte, et le maire de Donnacona, Jean-Claude Léveillé, ont annoncé que les 2 paliers de gouvernement et la municipalité investissent chacun le tiers de la facture que coûtera la construction d'un centre communautaire incluant la maison des adolescents, la réfection complète des 4 terrains de tennis et la construction d'un centre aquatique adjacent à l'aréna. On estime le coût total de ces 3 projets à quelque 6,5 millions de dollars, assumés à part égale par les 3 paliers de gouvernement. Actuellement, la municipalité de Donnacona négocie avec la commission scolaire de Portneuf pour utiliser une bonne partie des terrains de la commission scolaire pour construire le nouveau centre communautaire et le complexe aquatique. Des ententes de services sont à prévoir entre les 2 organisations publiques. D'ailleurs, la commission scolaire et la municipalité défrayent à part égale l'étude d'évaluation des terrains. Si l'évaluation dépasse les 100 000 $, il faudra l'autorisation du ministère de l'Éducation pour aller de l'avant dans ces projets. Des ententes de services pourraient s'établir entre la commission scolaire et la municipalité pour l'utilisation de la piscine et de l'aréna. Le centre communautaire sera érigé tout près du parc de skateboard, abritera différentes salles, un cinéma, bureaux et accueillera les adolescents de la municipalité. Le coût total du projet s'élève à 723 000 $ divisé en 3 pour 240 000 $ du fédéral, du provincial et de la municipalité. Du côté des terrains de tennis, qui datent de près de 30 ans, la municipalité entend réaménager le système d'irrigation du sol,
refaire la surface synthétique des 4 terrains, revoir l'éclairage et installer de nouvelles clôtures. On estime le coût total à 277 000 $ répartis à part égale entre les 3 paliers, soit 74 000 $ chacun. Si tout va bien, la réalisation de ces 2 projets sera complétée au printemps 2018. Quant au complexe aquatique qui abritera une piscine à 4 corridors, plongeons et bassins d'eau familiale, sa réalisation est prévue pour septembre 2019. Suite aux négociations avec la commission scolaire, la municipalité présentera le projet sous toutes ses formes, incluant le budget et les frais d'opération, aux citoyens de Donnacona, quelque part en septembre ou octobre 2017. Le projet global est estimé à 5,5 millions de $ divisé en 3, mais il ne restera à la municipalité qu'à défrayer quelques 700 000 $ pour boucler le budget. Une taxe spéciale a été instaurée il y a 5 ans et aura permis d'accumuler plus de 1 million de $, plus de 1,1 million de $ pour la construction d'un centre aquatique. À Saint-Ubalde, maintenant, le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, le député de Portneuf Michel Matte et la conseillère de Saint-Ubalde, Mme Josée Martin, en remplacement du maire Pierre Saint-Germain, ont annoncé des travaux évalués à 221 000 $ pour agrandir le hall d'entrée de l'Arena, qui est aussi le centre des loisirs, et améliorer son accessibilité. Les travaux consistent à refaire l'escalier qui mène à la salle communautaire, à installer un ascenseur et à rafraîchir la façade du bâtiment qui date de 1972. Les gouvernements du Canada et du Québec ainsi que la municipalité investiront chacun près de 74 000 $. Si tout va bien, les travaux seront complétés pour la prochaine saison de glace en octobre 2017. Et parallèlement, la municipalité prévoit changer un condensateur externe de la patinoire et changer les luminaires de l'aréna. Rappelons que l'aréna de Saint-Ubalde a été construit en 1972, mais avait été reconstruit à 90 % en raison d'un incendie en 1992. La façade du bâtiment avait été épargnée. Les dirigeants de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf ont annoncé le retour pour une 2e année consécutive de la soirée Distinction, qui offre la possibilité aux entreprises de reconnaître un employé qui s'est démarqué des autres. Cette soirée aura lieu le jeudi 26 octobre au club de golf Le Grand Portneuf. La première édition a connu un franc succès et quelques 22 travailleurs ont été honorés. La période pour déposer la candidature d'un employé a débuté ce mercredi 25 avril et se terminera le 30 juin prochain. L'entreprise doit écrire les raisons qui la motivent à choisir cet employé. Aucune catégorie de reconnaissance n'est imposée et l'appel s'adresse à toutes les entreprises, qu'elles soient membres ou non de la Chambre de commerce. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site web portneufest.com. Au cours des semaines précédant la soirée, une équipe de vidéastes se rendra chez les entreprises participantes pour dresser un portrait de l'employé et un montage sera diffusé lors du gala. Le président de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, Michel Albert, a signifié que le concept de la soirée Distinction devrait se tenir aux 2 ans à partir de cette année. On estime que la reconnaissance est un moyen pour favoriser l'attraction et la rétention des employés, en plus de contribuer à augmenter la motivation et le rendement des travailleurs. Des statistiques sur le sujet démontrent que 50 % des employés disent manquer de reconnaissance. La centrale des syndicats du Québec, la CSQ, annonce que l'École de la Morelle à Saint-Ubalde est entrée officiellement au sein du mouvement des établissements verts Brundtland, EVB. Il s'agit du 1500e établissement à se joindre à ce réseau initié par la CSQ en 1993. La remise du statut a eu lieu le vendredi 21 avril dernier lors d'une cérémonie réunissant des élèves de l'École La Morelle et des représentants du mouvement. Le mouvement EVB-CSQ encourage ses membres à prendre une part active à la promotion et à la réalisation d'un projet de société inspiré des valeurs d'écologie, de pacifisme, de solidarité et de démocratie. Les organisateurs du défi Tête rasée au profit de Leucan annoncent que 2 activités de financement se tiendront dans Portneuf au cours des prochaines semaines. Ainsi, la population est invitée à se faire raser la tête le samedi 27 mai à la salle des fêtes de Neuville et sur le terrain de soccer de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières le samedi 3 juin.
Lors des deux activités, les jeunes porte-parole Justin Germain, 10 ans, atteint d'une leucémie aiguë lymphoblastique, et Hugo Marcotte, 13 ans, atteint d'une tumeur cérébrale, seront accompagnés des coprésidents d'honneur, M. Alain Giguère, directeur général de la Caisse populaire des Jardins de Neuville, et M. Patrice Tessier, propriétaire du Thai Zone et du bar laitier de Donnacona. Pour se faire raser la tête, il s'agit de s'inscrire via le site web www.têterasée.com. Toute organisation peut aussi inscrire son activité dans la section Défis personnalisés. La bannière Proxime est présentateur de l'événement pour une deuxième année. L'humoriste Dominique Paquette est porte-parole provincial bénévole du défi Tête rasée Leucan pour une 6e année. Et le fabricant de bijoux Mia offre pour une 3e année les boucles d'oreilles de l'espoir Leucan. Le défi Tête rasée est une activité de financement qui permet d'offrir des services aux familles d'enfants atteints de cancer et un geste de soutien envers les enfants qui subissent la perte des cheveux lors de la chimiothérapie. Après la pause, les actualités culturelles et communautaires. Ce bulletin d'information vous est présenté par votre Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, qui est fière de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Vous désirez des soins professionnels pour votre peau? Et vous méritez ce qu'il y a de mieux. La Cité du corps, Institut médico-esthétique, vous offre une gamme de traitements performants, sécuritaires et uniques. Nous vous conseillerons sur les meilleurs produits pour votre peau. Une grande variété de soins sont offerts. Traitements IPL, taches pigmentaires, coupe rose rosacée, épilation laser, détatouage au laser, produits de comblement et botox, injections pour les varices esthétiques et tout ça avec supervision médicale. Pour plus d'informations, contactez-nous. Un groupe de paroissiens et paroissiennes de Pont-Rouge a élaboré une programmation d'activités culturelles pour commémorer les 150 ans de la vie chrétienne et de la paroisse Sainte-Jeanne de Pont-Rouge, qui a vu le jour officiellement le 15 avril 1867. D'ailleurs, c'est un groupe de citoyens qui s'était mobilisé le 1er mars 1867 pour fonder leur propre paroisse, 6 semaines avant le décret. Le marguillier Simon Julien nous rappelle cette petite histoire. Monseigneur Baillargeon, qui était à ce moment-là l'administrateur du diocèse, a reçu une demande. Il y avait M. Thibodeau, Langlois, Paquette, Hamel, Baudry et Richard, qui étaient des citoyens, des paroissiens, d'un peu partout dans le territoire actuel de Pont-Rouge. Il y en avait dans le secteur Saint-Basile, d'autres du Bois-de-l'Ail, d'autres du Brûlé, du Capsa. Ces gens-là s'étaient parlé ensemble et ils s'étaient dit, là, c'est le temps de faire l'indépendance. Alors, ces personnes-là, dans le fond, ils ont fait des démarches auprès de l'archevêque, et puis, ils ont eu une réponse positive, à tel point que 6 semaines plus tard, le décret de fondation était délivré. 2 concerts, une messe solennelle, un brunch, la publication d'une brochure historique et des expositions thématiques figurent dans la programmation entre le 13 mai et le 15 décembre en l'église paroissiale. La messe solennelle se tiendra le dimanche 28 mai dès 9 h et sera présidée par le cardinal Monseigneur Gérald Cyprien Lacroix. Un chœur de 40 chanteurs de différentes chorales de Pont-Rouge et accompagné de 3 musiciens professionnels à l'orgue, au violon et à la trompette interpréteront des pièces dont certaines rappelleront l'Angélus et d'autres raconteront la vie d'autrefois à Pont-Rouge.
Une invitation spéciale sera lancée et un hommage sera rendu aux anciens vicaires et religieuses qui ont marqué la vie chrétienne de Pont-Rouge, ainsi qu'aux bâtisseurs de la vie sociale et économique de la municipalité. Les paroissiens et paroissiennes seront par la suite invités à un brunch du 150e à compter de 11 heures à la salle de réception du club de golf Le Grand Port-Neuf. Le comité profitera du brunch pour lancer une brochure d'art historique de 28 pages intitulée « À la découverte de l'église de Sainte-Jeanne de Pont-Rouge » qui sera composée à 60 d'images et à 30 de textes. Cette brochure, qui sera imprimée à 1500 exemplaires et vendue pour environ 10 $, relatera l'histoire de la vie chrétienne depuis ses débuts et traitera du patrimoine artistique de l'Église, dont les vitraux et les peintures qui ornent les murs de l'Église quelque part entre 1867 et 1929. Le curé de la paroisse, l'abbé Gilles Laflamme, nous parle de certaines œuvres. On a ici devant vous, vous avez là Sainte-Catherine. Bon, pourquoi Sainte-Catherine? Hein? Ça fait sourire des personnes en avant de moi, mais Sainte-Catherine est invoquée pour les gens qui ont 25 ans et plus. Hein? Puis on a aussi l'élément de la tire Sainte-Catherine, des différents éléments comme ça. Tu sais, je regarde... on a aussi un vitrail sur Saint-François de Sales, à gauche. Saint-François de Sales, ben, c'est le patron de Neuville. Nous sommes un détachement. Neuville est une de nos paroisses mères. L'autre côté, en face, c'est Saint-François d'Assise. Tu sais, Saint-François d'Assise, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Notre cher pape François. Donc, ce sont des éléments importants. Les vitraux, ça fait partie de nos trésors, de même que les peintures qui sont là, qui ont un but pédagogique. Hein. 4 expositions thématiques prendront place dans l'Église entre le mois de mai et décembre. La première, de mai à juin, portera sur les souvenirs et les rituels liés aux initiations à la vie chrétienne, accompagnés de livres dont le fameux catéchisme qu'on devait mémoriser. On parle d'images aussi, de différents objets religieux. La deuxième exposition portera sur la procession de la Fête Dieu et de tous les mouvements associés. La troisième, en novembre, traitera des rites funéraires et la quatrième, en décembre, portera sur les crèches. Le comité fait appel aux citoyens et aux anciens sacristains qui auraient peut-être des trésors religieux cachés chez eux et qui mériteraient d'être exposés à l'Église le temps des expositions. Et enfin, 2 concerts, toujours à l'Église de Pont-Rouge, figurent dans la programmation, soit celui du chœur Allegro, le samedi soir 13 mai, qui sera composé de chansons entièrement québécoises et en français, dont des œuvres de Jean-Pierre Ferland, Paul Piché ou Pauline Julien, et celui de l'ensemble vocal Florilège de Rouyn-Noranda et dirigé par Louis-Antoine Laroche, qui est originaire de Pont-Rouge, le dimanche 21 mai. La chorale interprétera des œuvres de répertoire plus classiques. L'organiste et directrice de chorale à Pont-Rouge, Jocelyne P. Godin, nous donne les détails. S'exécuteront la soprano Claire Boudreau, le baryton Louis-Antoine Laroche, qui est son conjoint, accompagné au piano par Régent Laplante. Et en deuxième partie, le Gloria de Vivaldi, ainsi que la messe numéro 2 de Frank Schubert seront interprétés par ce chœur à découvrir. Le 14e Festival de films pour l'environnement à Saint-Casimir bat son plein jusqu'à ce samedi soir, 29 avril. Toutes les activités se tiennent dans la salle communautaire de l'Hôtel de Ville de Saint-Casimir. Une centaine de convives ont dégusté différents mets du terroir portnevois lors du ciné-souper le vendredi 21 avril dernier et qui marquait le début du festival. Le repas était composé, entre autres, d'une fondue au fromage de la fromagerie des Gondines, accompagnée du pain baguette de la boulangerie Le Soleil Levain du secteur des Chambeaux, en plus des chocolats de la chocolaterie Julie Vachon, aussi du secteur des Chambeaux, et de la bière artisanale de la microbrasserie Les Grands Bois de Saint-Casimir. Il faut dire que la fromagerie des Gondines célèbre cette année son 10e anniversaire. Parmi les convives, on retrouvait des élus d'une dizaine de municipalités différentes de la MRC de Portneuf, en plus d'élus des gouvernements du Québec et du Canada. Il s'agissait d'un record de participation d'élus.
Après les discours d'usage, on a rendu un hommage posthume à M. Yvon No, décédé en 2017. M. No était un fan inconditionnel du festival depuis ses débuts. Ce 14e ciné-souper se tenait sous la présidence d'honneur de Mylène Paquette, qui a accompli l'exploit de traverser seule l'océan Atlantique Nord à la rame en 2013. Mylène est aussi associée au festival depuis 3 ans comme membre du jury des films en nomination. La marraine du festival depuis ses débuts et responsable du jury, la comédienne Geneviève Bilodeau, a aussi accepté d'animer ce souper. Écoutons d'entrée de jeu Geneviève et Mylène. C'est par amour à chaque année que j'accepte de venir animer le festival. Et cette année, on a l'honneur de t'avoir comme présidente d'honneur. Oui, Mylène, merci. C'est bien. L'année passée, Jean Soulard et cette année, Mylène Paquette. Quand même. Je peux me pendre, tu sais, de bumper Jean Soulard. C'est le fun, hein? Mais tu peux pas être président d'honneur 2 fois, c'est pour ça que je suis là. Ah, OK, bon. Voilà. Mais, si ça tente, moi, je te demanderais, parce qu'un président, ça c'est une joke d'un film, je sais plus c'était où, mais un président d'honneur doit savoir donner. Oui, faut donner, hein. Puis moi, je te demanderais si ça te tente. Ça veut-tu dire qu'il faut que je te demanderais de me donner l'honneur et le plaisir d'animer avec moi. Merci. Tentes-tu de Ben passer? oui, j'aimerais ça. Fait qu'on va partager la scène. C'est toujours plus fun, en équipe. C'est ça le principe. C'est vrai. Les 2 animatrices ont souligné la présence dans la salle et invité sur scène Evelyne Reiss, une immigrante syrienne nouvellement installée à Saint-Ubalde avec son mari et sa fille. Evelyne travaillait comme journaliste et animatrice à la télévision. Evelyne, pour la présenter, est-ce que tu veux venir ici? J'ai demandé, elle m'a dit que je pouvais la tutoyer parce qu'elle a une belle présence. Evelyne, c'est une personne qui a travaillé comme animatrice. Elle, c'était sa vraie job. Nous, on essaie de faire ça. Alors, je te laisse te présenter. Bonsoir. Donc, tu es ici depuis... Vous êtes arrivé il y a... Oui, 2 mois. 2 mois. Oui. Avec ton mari. Et tu as un petit garçon, une petite fille? Une petite fille, Lamita. Lamita. Oui. Wow. Et tu apprends le français depuis que tu es arrivée? Moi, je sais un petit peu français avant. De venir? Oui, mais maintenant, nous étudions le français dans une école à Donnacona. Oui. Wow! Mentionnons que les pourboires provenant du bar lors du ciné-souper ont été remis au comité de parrainage de Saint-Ubalde qui ont accueilli la famille syrienne. Durant la fin de semaine, les visiteurs ont pu assister à des conférences sur le zéro gaspillage et les toilettes sèches, un réseautage avec les organismes environnementaux, en plus d'assister à des projections de films. Tous les soirs de cette semaine, les festivaliers pouvaient assister à une des 28 projections de films en compétition et qui abordent l'alimentation, l'agriculture, la santé, la nature et autres. D'autre part, près de 300 élèves des écoles de la région ont participé cette semaine à la réalisation de courts-métrages sur le thème du tourisme durable. Ces ateliers permettent aux enfants de s'initier à des techniques cinématographiques, de découvrir les toilettes sèches et de faire la connaissance de Valo, la mascotte du festival. Ce samedi après-midi, le concepteur du musée Chaplin en Suisse, Yves Durand, sera du festival à Saint-Casimir dans le cadre de la projection rencontre intitulée « Simplicité selon Chaplin ». On pourra assister aussi à la projection du film « Le Kid ». Le Kid est une comédie dramatique muette américaine, écrite, produite et réalisée par Charlie Chaplin, sortie en 1921. The Kid est le premier long-métrage de Chaplin. Soulignons que plus de 40 personnes, un record de participation, tentent de réaliser depuis ce vendredi des films en moins de 3 jours dans le cadre du cabaret Kino, dont les œuvres seront diffusées sur écran géant lors de la soirée de clôture du 14e Festival de films pour l'environnement ce samedi 29 avril à compter de 19h30. Sur la scène sportive maintenant, 2 élèves de l'école de karaté Wado Ryu de Lac-Sergent ont participé samedi dernier à Sherbrooke à la sélection de l'équipe canadienne qui représentera le Canada au championnat du monde en Koshiki qui aura lieu à Las Vegas les 5 et 6 août prochains.
Éric Aspiro de Loretteville, âgé de 48 ans, première dan, et Stéphane Lebel, 23 ans de Limoilou, deuxième dan, ont participé à l'événement qui réunissait une cinquantaine de combattants. 6 d'entre eux seront retenus pour participer au championnat mondial. Le Kyoshi, Philippe Gignac de Lac-Sergent, figure parmi les recruteurs de l'équipe canadienne qui accompagneront l'équipe aux États-Unis. Philippe, notre collègue, caméraman-monteur à CJSR, est aussi le maître de Éric Aspiro et Stéphane Lebel, qui l'entraîne à son école de Lac-Sergent. Philippe a atteint le grade Kyoshi, qui veut dire maître des maîtres. Il a atteint le 7e dan et a été reconnu champion mondial de karaté full contact de 2002 à 2006. Selon Philippe Gignac, le jeune Stéphane Lebel a de très bonnes chances de faire partie de l'équipe canadienne, ayant remporté la médaille d'or avec Team Canada au Panaméricain du Canada à Sherbrooke en mai 2016. Ses performances de samedi dernier à Sherbrooke ont été éloquentes. Il estime que l'équipe canadienne terminera le championnat mondial du mois d'août à Las Vegas dans les 5 premières sur au moins 50 équipes provenant d'un peu partout au monde. Le koshiki est un style de combat qui peut s'adapter à tous les styles de karaté. Il permet le contact et les combattants portent des plastrons et casques protecteurs. Au manoir de Saint-Basile, maintenant, quelques 200 personnes ont assisté dimanche dernier au brunch bénéfice organisé par les Chevaliers de Colomb de Saint-Basile au profit de la nageuse olympique Catherine Savard, originaire de Pont-Rouge. Le brunch aura permis d'amasser un montant de 6 170 $ pour aider la nageuse à poursuivre son cheminement d'athlète de niveau international. Catherine, âgée de 23 ans, réside actuellement et s'entraîne à Montréal. D'entrée de jeu, on a invité le père de Catherine, Mario Savard, qui est originaire de Saint-Basile, à dire quelques mots. Écoutons M. Savard. Se retrouver dans son petit patelin natal avec sa fille qui a fait vibrer la région de Portneuf et la région de Québec aux derniers Olympiques. C'est pas banal quand on sait que Catherine est la seule Québécoise à avoir remporté une médaille olympique. Et ça, je crois, je peux me tromper, mais dans toute l'histoire des Jeux olympiques. Oui, c'est ça, de la région de Catherine qui est de la région de Québec. Puis en plus, il y a vous qui est là comme supporter financier. Quand tu es un athlète amateur, c'est important d'avoir un certain financement. Puis vous en êtes la preuve aujourd'hui en étant présent. Vous êtes beaucoup de monde. Mais d'un autre côté, il n'y a pas juste le côté financier là-dedans. Votre présence tout court, des fois, ça peut être un boost pour un athlète amateur. Souvent, ça peut faire la différence entre abandonner ou continuer. Fait que moi, là-dessus, en tant que papa, je suis très heureux de voir que vous avez répondu aux Chevaliers en participant en grand nombre. Fait que moi, tout ce que je peux vous dire, c'est un énorme merci du fond du cœur et c'est un gros merci. Moi, je suis comblé aujourd'hui. Fait que merci. Le début de sa conférence, Catherine a été invitée à commenter une course à relais qui aura permis au Canada de remporter la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Rio l'an dernier, en 2016. Écoutons la fin de cette course et ses commentaires. Maman. Dans le fond, ben non, mais d'habitude c'est officiel, les temps c'est officiel, mais il y a toujours la procédure. Qu'est-ce que je vais dire aussi? Ouais, ça c'était dans le fond, c'était un record canadien, je pense, de 10 secondes qu'on a battu. C'est la première médaille olympique à cette nage-là en natation depuis l'invention de cette épreuve-là. Pour ma part, ben, les filles viennent toutes ailleurs au pays. Pour ma part, je suis la première médaillée olympique en natation de la grande région de Québec, en fait. Alors, puis cet été, les médailles qu'on a gagnées, c'était les premières médailles depuis 20 ans dans l'ère de la natation. Alors, À une question portant sur le dopage, Catherine nous décrit la rigueur du dépistage dans la vie d'une ou d'un athlète olympique canadien.
Nous, dans le fond, à chaque jour, il faut que je rentre sur Internet. Mais en fait, je peux le faire par mois, mais il faut que je change si jamais ma routine change. Il faut que je mette qu'est-ce que je fais dans ma journée, où est-ce que je dors, etc. Puis ils peuvent venir n'importe quand. Ils arrivent chez toi, là, ils cognent. Puis soit c'est une prise de sang, soit c'est un pipi, soit c'est les deux. Puis des fois, tu viens de te coucher, comme ça fait 10 minutes, tu viens de faire pipi. Bien, ils vont rester à côté de toi pendant 2-3 heures s'il faut. Puis tu vas faire ton pipi, t'as pas le choix. Puis comment ça fonctionne, c'est que c'est quand même, moi je trouve ça cocasse, parce que moi je suis habituée, mais les gens qui sont pas habitués, c'est quelqu'un, premièrement, quand ils vont arriver pour te voir, ils vont te suivre partout. Tu sais, j'ai même pas le droit d'aller dans ma chambre toute seule chercher ma carte d'identité, là. Ils vont venir avec moi. Puis comment ça fonctionne, c'est que pour aller aux toilettes, il faut que tu montes ton chandail au complet, il faut que tu baisses tes pantalons au complet, t'es debout, puis tu fais pipi devant les personnes qui te regardent. À Pont-Rouge, du 1er au 19 mai, donc à partir de ce lundi, des travaux majeurs de reconstruction d'aqueducs, d'égouts et de voiries seront effectués sur la rue Laflamme, entre les rues Saint-Pierre et Dupont. Pendant cette période, la rue sera fermée à toute circulation motorisée. Seuls les résidents de la rue Laflamme pourront accéder à la zone de chantier avec leurs véhicules et des accès piétonniers plutôt, seront disponibles en tout temps. Peut-être un petit mot pour dire que, pour ceux qui s'intéressent au bilan de l'année 2016 à Saint-Raymond-de-Laux, alors conformément au règlement sur la qualité de l'eau potable, les municipalités doivent désormais rendre disponible un bilan de la qualité de l'eau potable réalisé pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Alors, vous pouvez consulter justement ce bilan en allant sur le site web de Saint-Raymond. À noter aussi qu'aucun employé de la Ville de Saint-Raymond ou autre personne mandatée par la Ville n'effectue actuellement du porte-à-porte sur le territoire de la municipalité pour faire des sondages sur l'état de santé des citoyens et ainsi vendre des assurances ou pour toute autre chose. Alors, si quelqu'un se présente à votre domicile ou si vous êtes témoin d'activités de colportage, nous vous invitons à contacter immédiatement la Sûreté du Québec au 418-873-1234. Il est important de noter que le colportage de ce type d'organisme est interdit sur le territoire de la Ville de Saint-Raymond. Et en terminant, la présidente d'élection est présentement à la recherche de personnes désireuses de contribuer à la bonne marche du scrutin du 5 novembre prochain à Saint-Raymond. Des postes de scrutateurs et de secrétaires au bureau de vote sont maintenant disponibles. Alors, si vous êtes intéressé à faire partie de l'équipe, vous pouvez contacter Chantal Plamondon ou Lucie Martel au numéro de téléphone, justement, de la Ville de Saint-Raymond. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane, merci à Tony, à la régie, à la caméra. Merci à vous à la maison. Vous pouvez nous suivre, vous savez, sur notre page Facebook. Et on se laisse avec des images du Salon Nature Portneuf qui se tenait à l'Aréna de Saint-Raymond en fin de semaine dernière. Plus d'une cinquantaine d'entreprises ou organisations qui touchent de près le plein air et la nature offraient leurs connaissances, leurs biens et services. On estime à plus de 3 000 le nombre de visiteurs durant les 3 jours, qui correspond pas mal à l'achalandage des 2 éditions précédentes. La Ville et la Corporation de développement de Saint-Raymond et leurs partenaires se préparent à une 4e édition en 2018. Alors, bonne semaine. C'est aussi de regarder où on fait les tournages, où on voit les orniers. C'est regarder le film en ayant un regard critique, de dire, OK, ils ont filmé l'orignal à cet endroit-là. OK, cet orignal-là, il fait tel type de son, il fait tel type de comportement. Où c'est qu'on met des salines, qu'est-ce qu'on regarde. Regardez ces détails-là, parce que si on les monte, si on les exhibe, si on travaille dans une salle de montage avec un paquet d'images, c'est que c'est là qu'on fait nos tournages.